Salut à tous, mes potes de YouTube. Aujourd'hui, je vais faire une autre vidéo. Enfin, non, c'est la première aujourd'hui. À propos de quoi? Ben, hier, j'ai eu un commentaire sur ma page quoi, YouTube. Ouais. Il y a un de mes subscribers, on va dire, un de mes abonnés, on va dire, qui m'a demandé d'un peu décrire le turc et aussi l'expérience que j'ai eue tout au long de mon apprentissage du turc. Donc les questions étaient, j'ai noté ça sur une feuille, les défis que présente le turc, qu'est-ce qui a aidé dans mon apprentissage du turc, la différence culturelle et qu'est-ce qui m'a aidé à la surpasser, ainsi que les aspects culturels que j'ai aimés au travers de mes voyages en Turquie. Euh, par où commencer? Ben, je vais faire une présentation générale de la langue, ce sera plus facile. Le turc, c'est une langue qui est parlée, c'est une langue officielle en Turquie et dans une partie de Chypre. Je crois que c'est Chypre Nord, ouais, c'est ça. Donc, tout le monde parle turc dans cette zone-là. Euh, Bien qu'il y ait quand même des Kurdes en Turquie qui parlent kurde, mais tous les Kurdes parlent turc. Mais les Turcs ne parlent pas forcément kurde. Donc en gros, avec le turc, on peut communiquer un peu partout, enfin, vraiment partout en Turquie, peu importe d'où les gens y viennent. Et on peut communiquer avec les gens qui vivent en Azerbaïdjan, donc qui parlent l'azéri. Bien que la prononciation soit un petit peu différente, quelques mots soient différents, mais ça entrave pas vraiment la communication. J'ai pu parler avec un Azéri en turc, je lui parlais en turc, il me répondait en azéri, on se comprenait assez bien. C'est un peu comme l'espagnol et le portugais, mais pas aussi proche, hein, quelque chose comme dans le même style. Alors, combien de locuteurs natifs? Plus ou moins 70 à 80 millions, donc c'est déjà pas mal. Ben, ils sont un peu partout dans le monde. Et donc, la langue turque fait partie d'une branche qu'on appelle Uralo-Altaïque, qui est on regroupe parfois dans cette branche le coréen et le japonais. Les structures dans ces trois langues sont assez semblables. Bon, je ne peux pas dire pour le coréen, mais c'est ce que j'ai entendu dire. Pour le japonais, donc je vais commencer par là à répondre à tes questions. La grammaire en japonais ressemble assez fort à la grammaire en turc, c'est-à-dire que l'ordre des mots est complètement différent de l'ordre des mots en français, en espagnol, toutes les langues romanes, on va dire. Euh, En ce sens que le verbe est presque tout le temps à la fin. Si la phrase est assez longue, elle est tout le temps à la fin. Si c'est genre un ordre comme ça, évidemment, il n'y aura qu'un seul mot dans l'ordre attends ou reste ici ou quelque chose comme ça. Alors, ça sera le premier mot forcément. Mais pour donner un exemple concret, comment est-ce que je pourrais dire ça? Par exemple, euh, comment euh, qu'est-ce que je pourrais dire? Je sais pas. Hmm, il y a. Attends, qu'est-ce que je pourrais dire? J'ai pas préparé la vidéo, donc moi je veux que ça soit spontané. Donc, euh, je dirais par exemple une belle phrase du style je vais à l'école. C'est en français c'est je vais à l'école. Euh, En japonais c'est gakko et ikimasu. Gakko c'est l'école et ça veut dire vers. Ikimasu je vais. En turc c'est pareil, okula gidiyorum. Okul, c'est école. A, c'est pour marquer la direction vers laquelle on se dirige. Donc, okul A, gidiyorum, je vais. Donc, école vers je vais. Okula gidiyorum. Euh, et il faut s'entraîner à réfléchir dans l'autre sens, à exprimer ses pensées d'une autre manière. Donc, ça veut dire c'est penser autrement. En, Ça prend un peu de temps à s'habituer, mais comme j'avais déjà appris un peu de japonais, ça m'a beaucoup aidé pour comprendre le turc. Je réfléchissais en japonais quand je devais construire une phrase en turc, vu que leur grammaire se ressemble assez fort.
bien que ça puisse paraître un peu bizarre vu que les deux pays sont assez loin l'un de l'autre. Mais je pense qu'ils ont des racines communes vu que le peuple turc vient de l'Asie centrale à la base et donc je pense qu'ils ont des liens avec tout ce qui est langue mongole, japonais, coréen, mais pas du tout avec le chinois. Alors, grammaire, une langue assez régulière dans ce sens qu'il n'y a pas beaucoup d'exceptions. Et bon, il y a une conjugaison un peu bizarre, c'est ce qu'on appelle, j'ai découvert ça au fil du temps, qu'ils ont une conjugaison qui existe dans très peu de langues, ça s'appelle geniş zaman. Geniş veut dire large, étendu, zaman veut dire temps, donc temps large. C'est c'est une conjugaison qu'on peut utiliser aussi bien pour le passé, aussi bien pour le présent que pour l'avenir. Ça fait les trois en fait. Et c'est souvent utilisé quand, par exemple, quand ta mère te demande de nettoyer, je sais pas, le living ou quelque chose comme ça, et tu lui dis oui, je vais le faire, mais tu lui certifies pas que tu vas le faire. Tu lui dis juste que c'est bon, je vais le faire, mais sans vraiment confirmer ce que tu veux dire. Mais tu utilises ce temps-là, tu dis yaparım, temizlik yaparım, je ferai le nettoyage, temizlik yaparım. Au lieu du présent yapıyorum que je fais. Donc ça c'est ce que je dirais plus ou moins pour la conjugaison. Maintenant, j'ai jamais appris vraiment la conjugaison dans les tables de conjugaison. J'ai fait ça pour aucune langue, à part le français où on était forcé à faire ça. Et on a dû apprendre le subjonctif imparfait, des trucs vraiment très très arbiques, ouais, très bizarres qu'on utilise presque jamais. Donc, je pense pas que ça soit très utile d'analyser dans les tables de conjugaison. C'est très utile après avoir étudié 1 ou 2 ans la langue et s'il y a vraiment quelques points noirs, on peut se référer à ces tables de conjugaison pour un peu éclaircir notre vision, mais pas se baser sur ces tables de conjugaison pour apprendre à conjuguer un verbe. Par exemple, moi je sais conjuguer les verbes de base comme attendre. En turc, ça se dit beklemek. Je sais que c'est bekliyorum, bekliyorsun, bekliyoruz, bekliyorsunuz, bekliyorlar. Je sais, mais j'ai jamais appris. J'ai appris en lisant dans les textes et en analysant. J'ai jamais vraiment aimé apprendre la conjugaison parce que ça m'embrouille plus qu'autre chose. Je préfère le déduire en fonction des textes, donc ça c'est vraiment utile. Alors, qu'est-ce qui est spécial en turc? Niveau vocabulaire, c'est complètement différent. C'est pas une langue indo-européenne. Donc, c'est comme si tu commençais à étudier du japonais ou, je sais pas, du coréen, ou quelque chose de vraiment très exotique. Les mots de base ne ressemblent pas du tout aux langues européennes. Par exemple, je sais pas, manger se dit yemek, boire içmek, euh, voir görmek, yapmak c'est faire. Il n'y a aucun lien. Mais ils ont repris, contrairement au japonais qui a pris beaucoup de langues à l'anglais et ils l'ont adapté en japonais comme, je sais pas, basketball ou golf pour dire le basket ou le golf. Mais en turc, je sais pas pourquoi, il y a beaucoup plus de mots qui viennent du français. Donc tu as déjà un petit avantage si tu connais le français. Il y a beaucoup de mots comme faire la grève, c'est grève, yapmak, grève, ils ont pris grève. Échauffement, ça devient échauffement. Je sais pas, il y a beaucoup de mots comme ça. Exercice, je sais pas. Parfois, pour dire merci, on peut dire merci, mais on n'utilise pas vraiment souvent ça. Mais c'est juste pour, à titre d'exemple. En général, on dit teşekkür ederim. Ce qui est bizarre, c'est que merci, le mot merci, on doit le conjuguer en turc. Ça veut dire que littéralement, on dit merci, je fais. Euh, et en fait, si par exemple vous êtes à plusieurs et que toi-même tu veux remercier pour tout le groupe, tu dois dire merci, nous faisons teşekkür ederiz avec un Z à la fin. Mais si tu veux dire seulement merci pour toi-même, alors tu dis teşekkür ederim avec un M à la fin.
Donc c'est un peu différent, mais on s'adapte assez vite. Je vais une fois regarder combien de minutes il me reste. Là, je suis à 10 minutes. Ok, il me reste encore 5 minutes. Au pire, je ferai une deuxième vidéo. Alors, qu'est-ce qui m'a... ouais, donc j'ai fait une présentation générale du turc. L'écriture n'est pas du tout difficile. Et à partir de la réforme de l'écriture, je crois que c'était en 1900, dans les années 1920, et ben, Atatürk a commencé à changer l'écriture et puis ils ont dû écrire en caractère latin avec quelques lettres ajoutées, ce qui est vraiment, mais vraiment pas dur à apprendre. Il y a peut-être quelques lettres en plus par rapport au français. Le S avec une cédille qui fait ch. Le O avec deux points au-dessus, le O avec surmonté d'un tréma, c'est E. Le I sans point, c'est E. À part ça, je pense que tous les sons, c'est les mêmes. Et en turc, un son correspond toujours à une écriture. Il n'y aura pas comme en français le son est qui peut s'écrire je sais pas, de 1000 façons différentes. Non, ça n'existe pas en turc, c'est facile. L'écriture est très très logique. On écrit ce qu'on entend. Ok, par rapport à qu'est-ce qui m'a aidé à apprendre le turc, c'est un peu différent par rapport aux autres langues. Je pense que je vais faire une deuxième vidéo parce que là ça commence à faire un peu long pour la vidéo et je devrais la couper en plein milieu. Donc je pense que ce serait plus judicieux de faire une deuxième partie. Je vais voir combien. Ouais, je vais faire une deuxième partie, c'est mieux.